Ici et maintenant, de Liane Moriarty, traduit de l'anglais par Béatrice Topeau, lu par Cachou Kirsch. La dame voyage seule. Aucun membre de sa famille n'est là pour lui empoisonner l'existence, contrairement à la tribu de 4 qui voyage par paires genrées, mère et fille, père et fils, bouillant tous de rage à cause d'un problème obscur de chargeur de téléphone. La dame est assise côté couloir, siège 4D. Elle a de la chance, le vol est presque complet mais il n'y a personne entre elle et l'homme assis côté hublot. Un certain nombre de passagers en classe économique se rappelleront plus tard avoir vu et envié ce siège vide, mais aucun ne se souviendra d'avoir remarqué celle qui l'occupait. Quand l'appareil est enfin paré au décollage, la dame n'a pas besoin qu'on lui demande de bien vouloir redresser son siège ou de pousser son sac sous le siège devant elle. Elle ne se fend pas de lents applaudissements sarcastiques quand l'avion commence à rouler vers la piste. Pendant le vol, la dame ne se coupe pas les ongles de pied, n'utilise pas de fil dentaire. Elle ne gifle aucun membre du personnel navigant, ne crie pas d'insultes racistes, ne chante pas, ne bafouille pas, ne mange pas ses mots. Elle n'allume pas une cigarette en toute décontraction, comme si on était en 1974. Ne pratique pas d'actes sexuels sur un autre passager. Ne se dénude pas, ne pleure pas, ne vomit pas, n'essaie pas d'ouvrir une issue de secours en plein vol, ne perd pas connaissance. Elle ne meurt pas. Autant d'incidents dont l'aviation civile sait malheureusement d'expérience qu'ils sont possibles. Une chose est claire, la dame est une dame. Personne ne la qualifiera plus tard de femme, ni d'individu de sexe féminin, ni de fille, cela va sans dire. Son âge est incertain. Peut-être 61, 62 ans, la cinquantaine. Dans les 70 ans, sans aucun doute. 81, 82, aussi vieille que ta mère, comme ta fille. L'âge de ta tante, de ton patron, de ton professeur d'université. Le mineur non accompagné dira d'elle que c'était une très vieille dame. Pour le couple de vieillards, la dame avait une petite soixantaine. Peut-être que ce sont ses cheveux gris qui la placent si nettement dans la catégorie dame. Ils ont le soyeux du pelage argenté d'un chaton pure race. Elle les porte aux épaules, bien coiffés, de beaux cheveux, d'un beau gris. Le genre de gris qui vous fait envisager de passer au gris. Un jour, pas tout de suite. La dame est petite et menue, mais pas au point de forcer la sollicitude. Elle ne s'attire ni sourire bienveillant, ni proposition d'aide. En la regardant, vous ne vous dites pas combien votre grand-mère vous manque. En la regardant, vous ne vous dites rien. Son métier, sa personnalité, son signe astrologique, impossible à deviner. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'elle était invisible, semi-transparente, peut-être. La dame n'est pas remarquablement belle, ni tristement laide. Elle porte un joli chemisier à motifs vert et blanc, rentré dans un pantalon gris ajusté. Des chaussures plates, confortables. Elle n'affiche ni piercing, ni bijoux, ni tatouage en excès. Elle a une discrète paire de boucles d'oreilles en argent et une broche en or épinglée au col de son chemisier qu'elle tripote souvent, comme pour vérifier qu'elle est encore là. Bref, personne n'accorderait un second regard à la dame qui voyage sur le vol Hobart-Sydney, initialement prévu à 15h20, celle-là même qui sera par la suite connue sous le nom de messagère de la mort, ni un membre de l'équipage, ni le moindre passager. Du moins, jusqu'au moment où elle fait ce qu'elle fait. Et même alors, il s'écoule davantage de temps que l'on pourrait s'y attendre avant qu'une première personne crie ou filme, avant que les boutons d'appel se mettent à clignoter et sonner dans toute la cabine, lui donnant des airs de flipper géant.